Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle vidéo consacrée à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cette vidéo a été conjointement réalisée par des étudiants du Master 2 Finance et Fiscalité publique ainsi que du Master 2 Droit public général et contentieux public de l'Université de Lille, à savoir Barnabé Baki, Ava Eni, Émile Kozniesko, Alexandre Martin et Elisa Portier. Je précise que cette vidéo a été réalisée le 15 décembre 2023 et qu'elle ne tient pas compte des conditions d'adoption des lois de finances initiales et lois de financement de la sécurité sociale pour 2025. Pour commencer, il est nécessaire de présenter les deux grands modèles d'organisation des régimes politiques, les régimes parlementaires et le régime présidentiel. Le premier va se caractériser par une forte séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le gouvernement doit donc disposer d'une majorité parlementaire pour conduire sa politique. Dans ce cas, il est nécessaire qu'il existe une étroite collaboration entre l'exécutif et le législatif. Dans un souci d'efficacité, la mise en place d'un pouvoir de dissolution est octroyée au chef de l'exécutif, lui permettant ainsi de dissoudre l'Assemblée. Ce pouvoir existe également pour le législatif. Il y a donc en place un système d'autodestruction à l'intérieur de ce régime. Nous retrouvons deux possibilités, le bipartisme et le multipartisme. La première option renvoie une division en deux du Parlement. L'autre va renvoyer à une multiplicité de petits partis. Et dans ce cas, afin de conduire la politique nationale, une coalition va s'avérer nécessaire pour obtenir une majorité et ainsi pouvoir conduire cette politique. S'ensuit alors un risque d'instabilité parlementaire qui a caractérisé la Troisième République française. À côté, nous retrouvons le régime présidentiel, caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs et un exécutif fort. Théoriquement, il n'existe aucune interaction entre eux, hormis la possibilité de quelques discours ou d'un droit de veto, comme aux États-Unis. Le président dispose d'un discours sur l'état de l'Union. Ce constat fait, avant d'aborder les caractéristiques de la Ve République, nous nous attarderons quelque temps sur l'idéologie globale de cette constitution. Cette dernière a voulu rationaliser le parlementarisme. En effet, la France a été durement marquée par les échecs des régimes de la Troisième et de la Quatrième République. Elle décide alors de recourir à une rationalisation. Nous devons cette doctrine à Boris Mirkin-Guedzevich, que vous voyez apparaître à ma droite. Ce théoricien russe de la fin du 19e va définir le régime parlementaire, rationalisé. Il le définit de la manière suivante. C'est un régime parlementaire où le constituant va renforcer les règles juridiques régissant les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Dans ce schéma, le gouvernement sera responsable devant le Parlement, mais ce dernier devra suivre une procédure complexe pour le renverser. Dans le même sens, c'est un régime où le gouvernement maîtrise l'ensemble de la procédure législative. Cette idée est issue de l'observation des régimes précédant la montée au pouvoir d'un régime autoritaire ou d'une dictature. Ce fut par exemple le cas en Allemagne, avec l'échec de la République de Weimar, qui a vu se développer le régime nazi. On peut également parler de l'Espagne, avec un régime parlementaire insatisfaisant et l'arrivée au pouvoir de Franco. Ainsi, ce type de régime a été pensé comme un remède aux imperfections des régimes parlementaires. En 1928, Boris Mirkin-Guedzevich renvoie à une démarche de codification écrite des pratiques et des usages régissant les rapports entre le pouvoir exécutif et les assemblées dans un régime parlementaire. Ainsi, la Constitution française de 1958, instituant la Ve République, a fortement été influencée par ce courant de pensée. Le constituant souhaitait rompre avec l'instabilité parlementaire, caractéristique des régimes d'assemblée. Cependant, il ne voulait pas arriver jusqu'à un régime présidentiel avec un exécutif trop puissant. Michel Debré dira alors « Il s'agit de lutter contre la déviation du régime parlementaire ». La Constitution va donc encadrer de manière plus concrète et poussée les relations entre les différents pouvoirs, en instituant notamment des systèmes de contre-pouvoir, d'autodestruction. Le régime français peut être qualifié de régime semi-présidentiel ou encore sui generis. Il comporte de nombreux éléments du parlementarisme, mais il est rationalisé à un certain point.
notamment quant à son pouvoir de dissolution qui est entre les mains du président, mais avec l'absence de vote de confiance pour le chef de gouvernement au Parlement. De plus, le Premier ministre est responsable devant le président et non les assemblées. Comme évoqué précédemment, le but d'effectuer une rationalisation parlementaire est tout simplement de rééquilibrer la relation entre le gouvernement et les assemblées. Cette volonté se constate au regard notamment de l'article 49 de la Constitution française. Il est composé de 4 alinéas, et en l'occurrence, nous nous intéresserons essentiellement au 49, alinéa 3. Seuls 3 de ces alinéas concernent la mise en place des mécanismes mettant en cause la responsabilité du gouvernement. Cet article apparaît à l'écran, comme vous pouvez le voir, et il permet donc un engagement de la responsabilité du gouvernement au cours d'une procédure législative. Cela s'apparente fortement à une question de confiance sur un texte sans en avoir le nom. L'usage de ces dispositions fait l'objet d'un encadrement strict et doit résulter d'une déclaration préalable en Conseil des ministres. Le Conseil constitutionnel vérifie 2 fois en 1995 et en 2004 si les utilisateurs de l'article 49 alinéa 3 avaient respecté cette procédure. Cet article doit permettre de créer une majorité sur un texte alors qu'elle n'existe pas ou que cette dernière est incertaine. C'est un procédé qui reste démocratique car le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, qui peut décider de renvoyer le gouvernement ou non. Il constitue donc un instrument fondamental du pouvoir exécutif car il permet au président d'étendre son pouvoir et d'imposer sa légitimité populaire devant le Parlement. Même si cela pourrait s'apparenter à un obstacle à l'approfondissement d'un régime démocratique, dans le cadre du régime français, il constitue bel et bien des instruments du parlementarisme rationalisé en permettant l'adoption d'un texte sans le vote de l'Assemblée. Ce procédé n'existe cependant pas devant le Sénat et le gouvernement a toujours la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Il faut noter que les parlementaires ne sont pas entièrement démunis face à cet article. Ils auraient la possibilité de déposer une motion de censure qui doit alors faire l'objet d'un vote. En effet, si le Premier ministre fait usage de l'article 49 alinéa 3, cela met fin à la discussion du texte. S'ouvre alors un délai de 24 heures pour les députés, au terme duquel ils doivent déposer une motion de censure, sans quoi la loi est réputée comme adoptée. Si cette motion est déposée, il s'agit alors d'une configuration de l'article 49 alinéa 2. Sinon, retour à la même règle et le texte va être considéré comme adopté sans vote. Malgré cette possibilité de renverser le gouvernement par une motion de censure, il nous est impossible de passer outre le constat suivant. Sous la Ve République, seulement 89 utilisations de l'article 49 alinéa 3 sans qu'il n'y ait aucune motion de censure adoptée. Au contraire, seulement 53 fois, une motion a été déposée. Nous pouvons rappeler qu'il n'y a pas de limite à la possibilité de dépôt de motion de censure en réponse à la bombe nucléaire du gouvernement. La motion de censure nécessite d'être évoquée ici, car il peut résulter de l'utilisation du 49 alinéa 3 ou être spontanée. Pour être déposée, elle doit être signée par 1/10 des députés. Sur 577, il faut donc 58 voix. S'ensuit alors le délai de 48 heures avant la discussion et le vote. Cependant, face à l'usage considéré comme abusif de l'article 49 alinéa 3, la réforme constitutionnelle de 2008 vient mettre en place une contrainte sur l'usage de ce texte. D'abord, elle a imposé l'usage maximum à un texte par session, avec le temps législatif programmé. Cela permet de lutter contre une disparition totale du débat parlementaire. L'article 49 alinéa 3 remplit sa mission en évitant les blocages parlementaires. En effet, dans l'article Projet de loi de finances pour 2023, quels sont les scénarios possibles en cas de blocage à l'Assemblée nationale en fin d'année, issu de la revue de la correspondance économique en date du 24 juin 2022, le professeur Aurélien Baudu rappelle qu'en cas de blocage total sur le PLF de fin d'année, celui-ci serait rapidement débloqué par l'usage du 49 alinéa 3. Le principal de cette réforme d'ampleur était avant tout de renforcer les pouvoirs du Parlement et de mettre un terme au parlementarisme rationalisé, ainsi qu'au déséquilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce changement, il a aussi permis la modification du champ de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la responsabilité du gouvernement peut être engagée sur le vote d'un projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale et sur un seul autre projet ou proposition de loi
au cours d'une même session. Auparavant, le gouvernement pouvait y recourir autant de fois qu'il l'estime nécessaire et quelle que soit la nature du texte. Par exemple, de 1988 à 1993, le gouvernement a ainsi utilisé l'article 49 alinéa 3 à 39 reprises. Les projets de loi les plus souvent passés avec l'article 49 alinéa 3 sont, majoritairement et selon le rapport du comité Balladur, les lois de finances et les lois portant sur la matière sociale. De plus, l'ordre du jour des sessions extraordinaires doit comporter au moins une séance de questions par semaine, ce qui était déjà le cas avant, mais qui est maintenant un principe constitutionnel. La question est donc de savoir pourquoi les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale peuvent être soumises de manière illimitée à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le comité Balladur considérait les lois financières comme étant les textes les plus essentiels à l'action du gouvernement. Il est vrai que l'exercice budgétaire ne peut commencer sans que la loi de finances de l'année ait été votée. Au vu du calendrier restreint que disposent le gouvernement et le Parlement pour voter cette loi, il se peut que la demande soit urgente. Il en va de même pour les lois de financement de la sécurité sociale. Ainsi, la suppression de la possibilité d'engager sans limite la responsabilité du gouvernement sur le vote du budget risquerait d'entraîner des retards dans la mise en exécution de la loi de finances et viendrait grandement affaiblir la capacité d'action de l'État et la mise en œuvre des politiques publiques. Ce qui change également avec la réforme constitutionnelle de 2008, c'est la considération des lois de finances. En effet, la Constitution modifiée précise qu'il n'existe pas de temps législatif programmé et que, à tout moment, le gouvernement peut inscrire la loi de finances à l'ordre du jour. Cette nouveauté montre bien que les lois de finances, grâce à leur importance et leur urgence, sont prioritaires, en dépit des autres lois votées par le Parlement. Vous l'aurez donc compris, depuis 2008, l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution peut être illimitée pour les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, car ces dernières constituent des lois essentielles à la continuité de l'exercice budgétaire et urgentes au vu des délais très restreints de leur vote à leur entrée en vigueur. Toutefois, on remarque que certaines utilisations de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution semblent contradictoires avec les justifications de la réforme constitutionnelle. On peut illustrer cela avec l'utilisation de l'article par la Première ministre Elisabeth Borne. En effet, la Première ministre a détourné l'article en engageant la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de programmation des finances publiques en réunissant l'Assemblée nationale en session extraordinaire. De plus, le gouvernement a utilisé l'article 49 alinéa 3 pour la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Cette fois-ci, la Première ministre énonce l'engagement de cette procédure avant l'examen de l'article liminaire, sans laisser place au débat et sans être tenue par des délais serrés. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a limité l'usage de l'article 49 alinéa 3 pour les projets de loi ordinaires, alors que ce mécanisme peut être déclenché sans limite pour les lois financières. Toutes les lois financières sont concernées par cette possibilité d'utilisation illimitée, telle que définie à l'article 1er de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire la LOLF, ce qui permet au gouvernement d'y avoir recours au cours d'une même session parlementaire pour la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives, la loi de finances de fin de gestion, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, ainsi que les lois adoptées selon les procédures accélérées, c'est-à-dire les lois partielles ou spéciales prévues par l'article 45 de la LOLF. Il est de même pour les lois de financement de la sécurité sociale, qu'elles soient initiales, rectificatives ou d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Il est donc possible de se demander pourquoi les lois financières disposent de ce privilège. Il faut savoir que les lois financières sont importantes pour la continuité de l'État. Ainsi, par exemple, sans loi de finances annuelle, l'État ne peut pas prélever les impôts ou recouvrir ses dépenses. L'article 49 alinéa 3 est donc vu comme une disposition quelque peu exceptionnelle qui permet d'assurer le vote d'un texte indispensable à la continuité de la nation. La suppression de la possibilité d'engager sans limite la responsabilité du gouvernement sur le vote d'une loi financière risquerait d'entraîner des retards dans la mise en exécution du budget annuel. Cela viendrait affaiblir la capacité d'action de l'État et la mise en œuvre des politiques publiques.
Le fait que ces textes financiers, notamment la loi de finances annuelle, revêtent une importance particulière, a été un argument amplement utilisé lors des débats du comité Balladur concernant la révision constitutionnelle de 2008 pour justifier qu'un droit d'utilisation illimité de l'article 49 alinéa 3 soit maintenu pour les textes financiers. Toutefois, lors de ce comité, il a aussi été soutenu que le maintien de l'utilisation illimitée de l'article 49 alinéa 3 pour les lois financières était inutile sur certains points. Dans un premier temps, ce mécanisme peut être vu comme inutile dès lors que le gouvernement dispose d'une solide majorité à l'Assemblée nationale, car il semble que la matière dans laquelle il est le moins voué à rencontrer des difficultés soit le vote du budget. Une majorité, même indisciplinée, ne refusera pas de voter le budget, parce que celui-ci est un texte essentiel pour la réalisation des politiques publiques. S'agissant de l'opposition, sa capacité d'obstruction, qui peut entraîner des retards conséquents dans l'adoption des textes, est beaucoup plus limitée sur les textes budgétaires que sur les projets ou propositions de loi ordinaires, en raison notamment de l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution et des délais stricts impartis par la Constitution pour le vote des lois de finances par exemple. Dans un second temps, il a aussi été abordé lors des discussions du comité Balladur que le gouvernement n'a pas besoin de l'article 49 alinéa 3 pour les textes financiers pour que ceux-ci soient adoptés. En effet, la preuve en est qu'avant 2022 et l'entrée en fonction de la première ministre Elisabeth Borne, l'article 49 alinéa 3 n'avait plus été mis en œuvre pour des textes financiers depuis le 18 novembre 1992. Depuis l'entrée en fonction d'Elisabeth Borne, il y a eu 21 invocations de l'article 49 alinéa 3. Ces 21 invocations portaient sur des lois financières. Michel Rocard reste donc le Premier ministre à avoir utilisé le plus l'article 49 alinéa 3, 28 en tout, dont 12 invocations de l'article pour des lois financières. Mais ces propos sur le fait que le droit d'utilisation illimité est inutile peuvent être nuancés. En effet, en réalité, la période que nous traversons montre bien qu'en cas de majorité relative, le risque d'un rejet de tout ou partie du projet de loi de finances n'est pas tout à fait à exclure. C'est pourquoi l'article 49 alinéa 3 apparaît comme un recours favorable pour le gouvernement. C'est d'ailleurs dans ces périodes de majorité relative que l'article 49 alinéa 3 a été le plus utilisé pour des textes financiers. Ainsi, il y a eu 20 utilisations sur des textes financiers entre 1988 et 1992. Cependant, l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 peut quelquefois ne pas être vue comme utile, nécessaire. Ainsi, l'article 49 alinéa 3 peut être utilisé alors qu'il est possible de considérer qu'il n'y avait pas urgence à adopter le texte. Le gouvernement pouvait laisser sans difficulté du temps au débat parlementaire. Cela peut ainsi être constaté pour l'invocation de l'article 49 alinéa 3 du projet de loi de finances pour 2023, qui a été invoqué le 19 octobre 2022. Le gouvernement pouvait laisser plus de temps au débat des parlementaires et attendre quelques semaines avant de s'inquiéter d'un éventuel retard. L'article 49 alinéa 3, dans son utilisation qui en est faite aujourd'hui, est devenu un instrument d'accélération de la procédure législative. Ainsi, il est souvent utilisé par le gouvernement sans qu'il n'y ait réellement d'absence de majorité ou soutien de l'adoption du texte et donc de véritables blocages. Il est au contraire mobilisé pour mettre fin au débat et porte une atteinte injustifiée à la fonction délibérative du Parlement. Ainsi, il est possible d'évoquer une certaine dénaturation de l'article 49 alinéa 3 avec l'usage qui en est fait aujourd'hui. Initialement, l'article 49 alinéa 3 est entré en vigueur pour permettre que soit créée une majorité lorsqu'elle n'existe pas ou qu'elle est incertaine. Il y a donc une certaine dénaturation de l'utilisation de cet article, car aujourd'hui la Première ministre utilise cet article assez tôt dans la procédure parlementaire pour contrer l'obstruction, ce qui coupe court immédiatement à la discussion à l'Assemblée nationale. Par conséquent, il serait judicieux de réformer l'article 49 alinéa 3, non pas pour en limiter l'usage, mais en limiter la temporalité de l'usage, c'est-à-dire en réserver l'activation à la fin de la procédure législative, à la fin du débat parlementaire, une fois que tous les amendements ont été discutés, pour ne pas empêcher le débat. Cela permettrait de revenir à son objectif initial. L'utilisation partielle du 49 alinéa 3 en matière financière. Utiliser partiellement, c'est n'utiliser qu'une partie d'un tout. Avec le 49 alinéa 3, cela reviendrait à n'utiliser ce mécanisme, à n'engager la responsabilité du gouvernement que sur une partie du texte soumis à l'Assemblée nationale. Ainsi, avant la révision constitutionnelle de 2008, l'article 49 alinéa 3 a été rédigé ainsi. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. C'est l'utilisation du terme texte qui nous intéresse. Un texte correspond à la fois aux phrases qui constituent un écrit ou une œuvre, mais aussi aux fragments d'une œuvre. Ainsi, s'est posé la question de l'utilisation du mécanisme de ce 49 alinéa 3, soit pour un texte complet, une proposition de loi complète, soit pour une portion de ce projet de loi. Lors du vote de la loi de finances pour 1980, Raymond Barre avait pensé juste de recourir au mécanisme du 49 alinéa 3 pour l'ensemble de son projet de loi, car il pensait qu'il n'avait pas le choix. Or, en matière financière, il existe le principe du vote successif, qui implique que ne soit mise en discussion et votée la seconde partie du projet de loi de finances de l'année qu'après l'adoption de la première partie. Le Conseil constitutionnel, en 1979, est donc saisi et affirme, sous l'égide de l'ordonnance de 1959 qui, jusqu'à l'adoption de la LOLF, organisait les lois de finances, que les dispositions de la première partie et celles de la deuxième partie doivent faire l'objet de votes distincts et successifs. Cette loi a donc été déclarée non conforme par le Conseil constitutionnel au motif que la première partie n'avait pas été adoptée avant la seconde. Le Conseil constitutionnel autorisant alors implicitement la possibilité de recourir à ce mécanisme du 49 alinéa 3 seulement sur une partie de son ensemble. Cette exigence d'approbation en 2 temps des lois de finances naît du décret-loi organique de 1956, pris en son article 50, puis repris à l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. En effet, la deuxième partie consacrée aux dépenses ne saurait être votée qu'après l'approbation par le Parlement de la première partie correspondant à l'autorisation et l'évaluation des recettes, garantissant donc qu'il ne sera pas porté atteinte lors de l'examen des dépenses aux grandes lignes de l'équilibre préalablement défini. Autre exemple, 10 ans plus tard, Michel Rocard, alors Premier ministre sous Mitterrand, recourt à l'article 49 alinéa 3 sur un petit groupe d'articles relatifs à l'institution d'une contribution sociale généralisée du projet de loi de finances pour 1991. Mais en 2008, la révision constitutionnelle, instigée par le comité Balladur sous la présidence Sarkozy, tend à, je cite, donner constitutionnellement du temps aux institutions qui n'en ont pas. Les parlementaires sont les premiers visés, qui, payant les abus de leurs prédécesseurs, ont vu la rationalisation du parlementarisme les priver, pour l'essentiel, de la maîtrise du temps parlementaire. Les temps ayant changé, le Parlement pouvait donc être renforcé. Et avec la modification de l'article 49 alinéa 3, ne permettant plus de recourir librement à l'arme du dit article, c'est accompagné d'une modification des termes texte en projet et projet de loi. Il n'est donc plus question du vote d'un texte, mais bien du vote d'un projet de loi de finances ou de financement de sécurité sociale, ainsi que d'un projet ou une proposition de loi par session. Le projet de loi étant défini comme un texte législatif proposé par le gouvernement. Donc, on ne parle plus de texte, mais de projet. La notion de projet de loi ne saurait se réduire à une portion de son ensemble, projet de loi étant entendu comme l'ensemble du texte destiné à devenir loi. Pourtant, par 7 fois, Elisabeth Borne, la Première ministre, déclenche le 49 alinéa 3 pour une partie d'un texte en matière financière et non son ensemble. Aussi faut-il se questionner si la révision constitutionnelle de 2008 prohibe désormais l'utilisation partielle du 49 alinéa 3 en matière de loi financière. Alors, tout d'abord d'un point de vue téléologique. Le 6 décembre 2022, l'intergroupe NUPES saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 61 de la Constitution, à propos donc de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La NUPES reproche à la Première ministre d'avoir en première, puis en nouvelle lecture, engagé la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de seulement certaines parties du projet de loi. Alors que, selon eux, selon les députés, le 3e alinéa de l'article 49 de la Constitution imposerait d'exercer cette prérogative sur le vote de l'ensemble du projet. À ce titre, il convient de s'interroger sur l'intérêt pour le constituant d'avoir substitué les termes texte et projet de loi à la lumière des travaux préparatoires et à l'aune d'une interprétation téléologique. La réponse ne peut être que nuancée. Dans un premier temps, le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Warsmann, indique, je cite, « devrait demeurer possible la faculté ouverte aujourd'hui de n'engager la responsabilité du gouvernement que sur une partie seulement du projet ou de la proposition. » En pratique, ce cas de figure concerne essentiellement les projets de loi de finances compte tenu du caractère distinct et successif de la première et de la deuxième partie. Dans l'autre chambre parlementaire, l'analyse est tout autre. Le rapporteur au Sénat, Jean-Jacques Hyest, notait ainsi
Les députés, à l'initiative de leur commission des lois, ont substitué l'expression « projet » ou « proposition de loi » à celle de texte. Le Premier ministre devrait ainsi désormais engager sa responsabilité sur la totalité du texte, comme tel est d'ailleurs le plus souvent le cas aujourd'hui en pratique. Et dans un second temps, le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Warsman, retourne sa veste et approche le raisonnement de la Chambre haute. Je cite, « L'Assemblée nationale a adopté 2 amendements substituant l'expression projet ou proposition de loi à celle de texte, le Premier ministre devant ainsi engager sa responsabilité sur la totalité du texte. » Par ailleurs, la logique juridique nous commande de nous interroger sur l'absence des mentions tout ou partie. Mathieu Carpentier souligne que plusieurs arguments textuels appuient la thèse de l'illicéité des utilisations partielles. Ainsi, si le constituant avait souhaité maintenir la pratique de ces utilisations partielles, il aurait sans nul doute précisé sur le vote de tout ou partie du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. C'est l'avis notamment d'une partie de la doctrine, comme Jean Gicquel, qui explique qu'intervient non plus sur un texte comme initialement, mais désormais en totalité sur les projets intéressés. Autre exemple, dans l'ouvrage de Pierre Avril, Droit parlementaire, on peut y lire « La substitution des mots, donc projet et proposition, exclut la pratique d'un engagement limité à certaines dispositions. » Enfin, les professeurs Thierry-Serge Renoux, Michel Devillé et Xavier Magnon écrivent « Un texte est le support matériel d'un débat, ce n'est pas une catégorie juridique, à l'inverse d'un projet ou d'une proposition qui, au moment du vote, est un tout. Cette nouvelle rédaction paraît donc exclure un engagement de responsabilité sur une partie de projet ou de proposition. » Et pourtant, dans son commentaire de sa décision du 20 décembre 2022, le Conseil constitutionnel exprime que, s'agissant de l'application aux lois financières du 3e alinéa de l'article 49 de la Constitution, je cite, « Il ressort en revanche plus nettement des travaux préparatoires que le constituant a entendu préserver la possibilité pour le Premier ministre de continuer à engager la responsabilité du gouvernement sur les textes financiers selon les modalités rappelées dans les décisions du Conseil constitutionnel de 1979, c'est-à-dire de manière distincte, successive et donc partielle. » Le Conseil constitutionnel semble alors circonscrire sa position à celle du premier rapport fait au nom de la Commission des lois de l'Assemblée nationale par Warsman, qui pourtant s'était rallié à la limitation de l'utilisation partielle du mécanisme du 49 alinéa 3 plus tard, et donc à la position du Sénat. La question de l'utilité du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution est intéressante. Premièrement, nous verrons que cette utilité varie en fonction de la composition du Parlement, et nous verrons ensuite que le gouvernement dispose d'autres mécanismes afin de s'assurer qu'une loi de finances ou de financement de la sécurité sociale soit adoptée, et donc qu'il n'y ait pas d'atteinte au principe d'annualité budgétaire. En présence d'une majorité parlementaire de la même couleur que le gouvernement, ce que l'on nomme juridiquement par fait majoritaire, il est clair que le gouvernement n'aura pas besoin d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution afin d'adopter des textes budgétaires. Et les statistiques le montrent, plus le fait majoritaire est renforcé, donc par la loi électorale de 1962 ou bien par la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 qui aligne la durée du mandat présidentiel sur celle du mandat parlementaire, moins cet arme constitutionnelle est utilisé par le gouvernement pour adopter des textes financiers. Ainsi, entre 1992 et 2022, période marquée par l'omniprésence de faits majoritaires, cette procédure constitutionnelle n'a pas été utilisée une seule fois pour adopter un texte budgétaire, alors qu'elle a été utilisée à plusieurs reprises pour les lois ordinaires. Pourquoi ? Car les lois de finances, de par leur importance, endurcissent la majorité. Il est donc clair, en présence d'un fait majoritaire, cette arme constitutionnelle tombe en désuétude, s'agissant des textes financiers. Et l'on pourrait aller encore plus loin dans ce raisonnement. On pourrait dire que les textes financiers, par leur importance, soignent les majorités blessées. En effet, alors que la 14e législature était marquée par un fait majoritaire divisé à cause des frondeurs, à savoir un groupe de députés du Parti socialiste opposé à la politique économique et sociale du gouvernement, lui-même socialiste, Manuel Valls, Premier ministre durant une partie de cette législature, n'a pas eu besoin d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour que les textes budgétaires soient adoptés, alors qu'il a dû l'utiliser à chaque fois qu'il pouvait, donc une fois par session, pour adopter des textes non budgétaires. L'on pourrait toutefois penser que ce mécanisme est quand même utile pour un gouvernement majoritaire, notamment afin de lutter contre l'obstruction parlementaire de l'opposition qui consiste à déposer énormément d'amendements. Mais le poids d'amendement des parlementaires, s'agissant des textes financiers, est suffisamment limité par l'article 40 de la Constitution
pour que les opposants ne puissent obstruer la procédure législative budgétaire. Le raisonnement est tout autre quand le fait majoritaire est absent. Le gouvernement, ne disposant pas des soutiens suffisants au Parlement, devra accepter de faire énormément de concessions aux parlementaires pour que les textes budgétaires soient adoptés par la procédure législative normale. Et ces textes ne reflèteront donc pas sa politique économique et sociale. Ainsi, pour contourner les effets indésirables causés par l'absence de majorité parlementaire, les gouvernements minoritaires recourront presque obligatoirement à la procédure constitutionnelle de l'article 49 alinéa 3, pour que les textes financiers qui reflètent leur politique soient adoptés. À première vue, il est possible de penser que cette procédure n'a pas d'intérêt pour un gouvernement minoritaire, puisque celui-ci doit, pour que le texte soit adopté, engager sa responsabilité et donc son existence. Or, étant donné que les parlementaires sont majoritairement opposés à la politique du gouvernement, ils devraient en théorie déposer et adopter systématiquement une motion de censure. Mais les mécanismes constitutionnels font qu'une motion de censure est presque impossible à adopter. En effet, si un gouvernement démissionne par suite d'un recours à l'article 49 alinéa 3 ayant échoué, il est fort à parier que le président de la République utilisera l'article 12 de la Constitution lui permettant de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, les groupes parlementaires, n'ayant pas la certitude qu'ils seront réélus après cette dissolution, ne préféreront pas voter en faveur de la motion de censure. Et c'est tout l'intérêt de cette procédure constitutionnelle, forcer l'apparition d'une majorité parlementaire en faveur du gouvernement l'espace d'un moment pour qu'un texte reflétant sa politique soit adopté. Et les statistiques prouvent que cet outil constitutionnel répond à son objectif, puisque les motions de censure sont systématiquement rejetées et les textes financiers systématiquement adoptés. Par exemple, les motions de censure déposées suite aux engagements de responsabilité de Michel Rocard, Premier ministre durant une partie de la 9e législature, sur les textes financiers, n'ont jamais été adoptées, car des membres de l'opposition rejoignaient la minorité parlementaire du gouvernement pour former, l'espace d'un instant, une majorité parlementaire, en faveur du gouvernement. Le même constat peut être effectué s'agissant des engagements de responsabilité de la Première ministre Elisabeth Borne sur les récents textes financiers. Et il convient également de noter qu'avec l'apparition de groupes parlementaires dont les couleurs politiques sont très éloignées et qui forment l'opposition majoritaire, les motions de censure ne risquent jamais d'être adoptées, puisqu'il arrive qu'un parti de l'opposition refuse de voter en faveur d'une motion de censure déposée par un autre parti de l'opposition. Ainsi, cette procédure constitutionnelle est utile pour que le gouvernement minoritaire puisse faire adopter les textes financiers reflétant sa couleur politique, et non la couleur politique de la majorité parlementaire. Donc ensuite, l'on peut se questionner quant à l'utilité du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution afin d'adopter des textes budgétaires, eu égard aux autres armes constitutionnelles et organiques mises à la disposition du gouvernement afin d'adopter ces mêmes textes. Donc premièrement, la Constitution met en place un mécanisme permettant au gouvernement d'adopter des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale par la voie des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. En effet, ce sont les articles 47-1 alinéa 3 et 47 alinéa 3 de la Constitution qui permettent au gouvernement d'adopter des dispositions financières par ordonnance quand le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours s'agissant des lois de financement de la sécurité sociale et dans un délai de 70 jours s'agissant des lois de finances. Mais toutefois, pour que ces ordonnances aient une valeur législative, encore faut-il que le Parlement vote par la suite une loi de ratification de ces ordonnances, et ce d'une manière expresse, depuis la révision constitutionnelle de 2008. Or, si les parlementaires ne souhaitent ni adopter les lois de finances, ni adopter les lois de financement de la sécurité sociale du gouvernement, ils refuseront également de ratifier les ordonnances. Celles-ci auront donc une simple valeur réglementaire, et non une valeur législative. Par conséquent, en adoptant de telles dispositions budgétaires via une ordonnance qui conservera une valeur uniquement réglementaire, le gouvernement s'autorise lui-même à percevoir les recettes et à utiliser les crédits, ce qui est contraire au principe de l'égalité de l'impôt et du budget défini par l'article 34 de la Constitution, qui suppose que les textes budgétaires soient adoptés par le pouvoir législatif. Aussi, le contentieux serait attribué au Conseil d'État et non au Conseil constitutionnel. Il faudrait voir si une QPC serait toutefois recevable au regard de la décision du Conseil constitutionnel de 2020, Force 5, qui permet aux dispositions législatives des ordonnances non ratifiées par le Parlement de faire l'objet d'une QPC. Et si le contentieux revient au Conseil d'État, l'on peut se demander s'il exercera un contrôle aussi poussé que celui du Conseil constitutionnel, notamment est-ce qu'il relèverait les cavaliers budgétaires. Malheureusement, pour l'instant, aucune loi de finances ou de financement de la sécurité sociale n'a été adoptée par une telle procédure. Celle-ci demeure donc assez floue. Mais en l'état, et telle que présentée par les différents textes, une telle adoption des lois de finances pourrait apparaître comme étant très autoritaire,
si l'ordonnance n'est pas ratifiée par le Parlement. En effet, contrairement à cette procédure, le mécanisme de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution n'empêche pas le Conseil constitutionnel d'exercer un contrôle des lois de finances ou des lois de financement de la sécurité sociale. Ce mécanisme ne permet pas non plus au gouvernement de s'affranchir du principe de l'égalité de l'impôt et du budget. Mais encore une fois, cette procédure n'a de caractère autoritaire si et seulement si le Parlement n'adopte pas de loi de ratification de l'ordonnance. Mais comme nous l'avons vu, il y a peu de chances que dans une telle configuration, le Parlement adopte une loi de ratification. Deuxièmement, la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances prévoient des procédures permettant d'éviter le retard dans l'adoption de la loi de finances ou dans l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. Ces procédures ne permettent donc pas d'adopter, en s'affranchissant du vote du Parlement, une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale, mais permettent d'éviter le retard dans l'adoption de ces lois. La première de ces procédures, c'est la procédure de la voie d'urgence. Elle est prévue par la Constitution et touche autant les lois de finances que les lois de financement de la sécurité sociale. En effet, ce sont les articles 47-1 alinéa 2 et 47 alinéa 2 de la Constitution qui permettent au gouvernement de dessaisir l'Assemblée nationale si au bout de 40 jours pour les lois de finances et 20 jours pour les lois de financement de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée. Le gouvernement pourra alors saisir le Sénat qui devra se prononcer dans un délai de 15 jours. Si le Sénat ne se prononce pas, le gouvernement aura la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'urgence de l'article 45 de la Constitution de plein droit. Cette procédure permet d'ouvrir une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Il se peut toutefois que la commission mixte paritaire ne parvienne pas à adopter un texte. Le gouvernement pourra alors, après lecture de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. La deuxième des procédures permettant d'éviter le retard dans l'adoption des lois de finances est prévue par l'article 47 alinéa 4 de la Constitution et mis en place par l'article 45 de la LOLF. Cette procédure ne concerne que les lois de finances stricto sensu. Elle ne concerne pas les lois de financement de la sécurité sociale ni les autres textes budgétaires. Ainsi, en cas de retard dans l'adoption des lois de finances, le gouvernement pourra demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances. Cette première partie autorise la perception des impôts, évalue les recettes, fixe les plafonds des dépenses et arrête les données générales de l'équilibre budgétaire. Donc cette partie est bien plus juridique que la deuxième, qui se consacre aux dépenses et qui est bien plus politique. Cette procédure, contrairement à la procédure des ordonnances, a déjà été utilisée. C'était en 1962, à cause du renversement du gouvernement Pompidou. Et la loi de finances totale a été uniquement adoptée en février 1963. Ensuite, le gouvernement, s'il a dépassé la date du 11 décembre, peut demander au Parlement de l'autoriser à percevoir les impôts, jusqu'au vote de la loi de finances. Cette procédure a été mise en place indirectement en 1980, après une invalidation de la loi de finances par le Conseil constitutionnel, à cause d'une procédure de vote irrégulière. Et la loi de finances a été adoptée uniquement en janvier. Mais de telles procédures ne permettent pas d'adopter une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale en cas de rejet systématique de la part du Parlement. En effet, un texte financier peut ne pas être adopté à l'issue de ces procédures, puisqu'il nécessite tout de même le vote de l'Assemblée nationale. Ces procédures ne permettent donc clairement pas de remplacer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution s'agissant des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. En revanche, ces deux procédures permettant d'éviter le retard dans l'adoption des lois de finances aurait dû permettre à la Première ministre Elisabeth Borne de ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 aussitôt dans la procédure d'adoption des textes budgétaires. En effet, en 2022, la Première ministre l'a utilisé 4 fois pour adopter les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, entre le 19 octobre et le 2 novembre 2022. En utilisant aussitôt cette procédure, la Première ministre l'utilise non pas pour adopter les textes, mais pour écourter les débats parlementaires et éviter, en amont, un potentiel retard. Ainsi, à la place d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la Première ministre aurait pu utiliser ces deux procédures.